Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Les collèges de hautes études de stratégie et de défense, le CHESD, a fêté ses 10 ans. La cérémonie a eu lieu ce jeudi au Palais de la Nation sous la présidence de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'était pas seul. Son homologue burundais Evariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine, était présent. Les représentants de présidents du Congo, Brazzaville et de la Centrafrique ont aussi fait le déplacement. L'occasion pour le chef de l'État de rappeler une évidence. Le CHESD, c'est le cœur de notre réflexion pour bâtir une pensée stratégique congolaise et africaine. Christian Lagrasse Liolia qui nous signe ce reportage. 10 ans déjà, 10 ans de formation, de débat, de rencontres entre civils et militaires. Le CHESD, c'est devenu ces lieux uniques pour l'on forge la vision du pays, où l'on construit notre pensée stratégique. Pour marquer cette décennie importante, le président Tshisekedi, le président Ndayishimiye et le représentant de chef d'État du Congo et le Centrafrique ont reçu le trophée commémoratif de 10 ans des mains du directeur général de l'établissement. Le CHESD est bien davantage qu'une institution de formation. Il est une école du discernement, de l'anticipation et de la responsabilité, un lieu où la République apprend à voir loin, à penser juste et à décider souverainement. Lorsqu'une nation renonce à penser à elle-même, sa sécurité, renonce à penser elle-même sa sécurité, d'autres finissent toujours par la penser à sa place, selon leurs intérêts, leurs priorités et leurs stratégies. Dans son discours, le chef de l'État n'a pas fait de langue de bois. Il a directement relié cet anniversaire à la réalité que vit la RD Congo, surtout à l'Est. Il a parlé de violence, des ingérences étrangères, de ses ressources naturelles qui sont pillées. Pour lui, pas de doute, la souveraineté, ce n'est pas juste un mot. C'est d'abord la capacité de définir nos propres intérêts et d'avoir le moyen de les défendre. La souveraineté commence donc par l'esprit, par la capacité de comprendre les menaces, de définir nos intérêts vitaux et de choisir, en toute indépendance, les moyens de les défendre. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette célébration ne saurait être détachée des graves exigences du temps présent. Elle intervient alors que notre nation traverse l'une des séquences les plus décisives de son histoire contemporaine. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, nos populations continuent de payer un lourd tribut à la violence armée, aux ingérences étrangères, aux déplacements forcés ainsi qu'à une économie de prédation nourrie par l'exploitation et le trafic illicite de nos ressources naturelles. Et puis, il a mis le point sur les îles. La sécurité, ce n'est plus seulement sur le champ de bataille. Aujourd'hui, les menaces sont partout, cyberespace, données, infrastructures, drones, intelligence artificielle, minerais stratégiques. Tout ça, c'est aussi de la souveraineté. Après avoir clôturé l'année académique 2025-2026, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a officiellement lancé la nouvelle année 2026-2027 du CHESD. C'est parti.
Et restons toujours dans cette même ordre d'idées, 10 bougies et un message fort. L'Institut TMS de Management Institute for International Security célèbre ses 10 ans et pour l'occasion, son directeur, le général de corps d'armée Gilles Roby, est reçu par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devant le chef de l'État. Le général ne tourne pas autour du pot. La pensée stratégique doit d'abord servir la défense parce que la guerre à l'Est exige chaque jour et parce que l'insécurité gagne du terrain partout autour de l'Afrique. On l'écoute. Je voudrais souligner en ce jour particulier que cette pensée stratégique est et doit être fondamentalement tournée vers les problèmes de défense et de sécurité, car la situation du pays à l'Est l'exige au quotidien, et également parce qu'une insécurité grandissante règne désormais tout autour du continent africain. Qu'on pense pour s'en convaincre aux conséquences stratégiques inattendues en Afrique centrale de la guerre en Iran, dans le Golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz, ou de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine. C'est pourquoi, à l'issue de la 11e session ordinaire et de la 9e session spéciale, je voudrais témoigner que l'enseignement dispensé au CHESD depuis 10 années a fait effort principalement sur les compétences militaires et sécuritaires stratégiques indispensables pour mener et remporter les opérations et les guerres là où elles se déclenchent. À savoir, nous avons fait effort sur le développement des capacités d'anticipation des différentes menaces auxquelles le pays fait face. Nous avons développé la capacité à concevoir des plans d'opération réalistes, ambitieux, dissuasifs et soutenables. Le développement de la qualité du leadership des futurs commandeurs a été également un point d'effort, notamment vis-à-vis de leurs hommes et notamment sur la nécessaire exemplarité de leur comportement dans la lutte contre les antivaleurs. Effort également a été fait sur l'optimisation de l'administration militaire générale afin de gérer au plus près les ressources financières mises à disposition par le pays, tout comme les ressources humaines et logistiques. Et parlons autre chose. À présent, moderniser, protéger et mieux informer. 3 ambitions, cœur du projet Impulsion Média en RD Congo, lancé jeudi à Kinshasa. L'initiative cible particulièrement le média de proximité et entend accompagner leur professionnalisation. Suivez cet élément, commentaire rendu par Grâce Liolia. Dans un secteur médiatique en pleine mutation, une nouvelle impulsion se dessine. Les projets portés par la Fédération de radio de proximité du Congo, avec l'appui de la DDC, entend rapprocher davantage les médias des exigences de professionnalisation. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo fait un pas de plus vers la modernisation des médias et j'entre directement dans le projet Impulsion Média RDC qui consiste à accompagner les médias congolais dans sa phase de modernisation tant sur le plan numérique que sur le plan technique professionnel. Et cette impulsion de ce secteur passe aussi par l'identification de ces acteurs. Dans le même élan, le ministère annonce la poursuite de travaux sur une nouvelle loi d'organisation de médias appelée à intégrer les nouveaux acteurs du paysage numérique. Mais il faut aussi saluer les réformes engagées par le ministre Mouyaya dans le secteur de la communication qui vont dans le sens non seulement d'assurer une bonne traçabilité de ce que nous faisons, de booster le travail des journalistes de terrain, mais surtout d'avoir, comme c'est le cas aujourd'hui, la professionnalisation de ce métier avec l'octroi officiel dès aujourd'hui de la carte de presse
des journalistes congolais. Autre chantier annoncé, l'identification de professionnels. L'UNEPC prévoit une carte d'identité professionnelle moderne et sécurisée destinée à renforcer la crédibilité de journalistes et à contribuer à l'assainissement du secteur. Bâtir un paysage médiatique plus moderne, mieux protégé et davantage connecté aux communautés dans le respect de la loi sur la liberté de la presse. Au Congo central, l'Office congolais de contrôle veut renforcer la qualité et la traçabilité de produits congolais destinés à l'exportation. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle, le professeur Pierre Lola Osomba, conduit une mission de travail à Matadi en synergie avec le ministère de l'Industrie. Objectif, mieux certifier les produits locaux et renforcer leur crédibilité sur le marché régional et international. Suivez cet élément de grâce Liolia. À Matadi, porte stratégique des échanges commerciaux de la République démocratique du Congo. Le contrôle de la qualité prend une nouvelle dimension. En mission dans le Congo central, le directeur général de l'OCC, le professeur Pierre Lola Osomba, a échangé avec les autorités provinciales sur les enjeux liés à la certification de produits congolais destinés à l'exportation. Nous avons décidé de lier le certificat à un code que nous appelons qu'on appelle le QR code. Et ici, tous les produits qui proviendront de nos usines, de nos unités industrielles, auront ce QR code et auront les estampilles, donc seront estampillés avec les informations qui vont donner le contenu, la qualité, etc. Une exigence qui vise à garantir le respect de normes et à renforcer la confiance dans le Made in DRC. Innovation majeure de ces dispositifs, un code QR unique apposé sur chaque lot certifié. D'un simple scan, douaniers, importateurs et consommateurs pourront accéder aux informations sur l'origine du produit, sa conformité sanitaire ou technique ainsi que son parcours. Aux côtés de l'OCC, le ministre de l'Industrie attend accompagner cette réforme avec l'appui de ses partenaires techniques. Et puis en bref, toujours à Matadi, dans la province du Congo central, le professeur Pierre Lola Osomba, directeur général de l'Office congolais de contrôle OCC, a visité ce vendredi 21 août les laboratoires de l'établissement à Matadi. Cette visite lui a permis de s'enquérir de conditions de travail, d'évaluer les capacités techniques des installations et d'encourager les agents dans l'accomplissement de leur mission de contrôle de la qualité et de protection de consommateurs. Plus de 200 responsables des administrations publiques réunis ce mercredi 19 août au Pullman Hotel de Kinshasa en l'invitation de l'inspection générale de finances. C'est la 3e édition du séminaire de vulgarisation de son plan triennal 2026-2028. Objectif, outiller les secrétaires généraux et mandataires publics sur le repère, la philosophie et les résultats attendus. Une démarche pédagogique assumée, loin du gendarme financier. L'IGF veut désormais embarquer tout le monde dans sa vision de la bonne gouvernance, car sans l'implication de secrétaires généraux, véritable pivot de l'administration, le plan triennal risque de rester un document de plus dans les tiroirs. On fait le point avec Baker Baylorive. Au nom de l'inspecteur général des finances, chef des services, je déclare officiellement ouvert les travaux du séminaire de vulgarisation du plan stratégique triennal de l'inspection générale des finances à l'horizon 2026-2028.
Pour la 3e édition du séminaire de vulgarisation du plan stratégique triennal 2026-2028 de l'Inspection générale des finances, plus de 200 responsables des administrations et services publics sont réunis au Salon Congo du Pullman Hotel de Kinshasa sur invitation de l'inspecteur général des finances, chef de service Christophe Bitassimwa-Bari. Vers un contrôle moderne, préventif et systémique pour la bonne gouvernance des entreprises et établissements publics, c'est le thème de ces assises de 2 jours. Dans son mot d'ouverture, l'inspecteur général des finances, chef de service adjoint Emmanuel Chibingu Senga, a mentionné l'objectif de ce séminaire. Donner aux participants ici rassemblés des repères, la philosophie, les objectifs, les méthodes et les résultats attendus sur le plan triennal 2026-2028 et du contrôle systémique de l'IGF pour obtenir l'implication des secrétaires généraux et responsables publics. Deuxièmement, renforcer la confiance des responsables des administrations et services publics envers l'inspection générale des finances. L'IGF ne viendra plus seulement contrôler, mais viendra plutôt accompagner pour outiller et pour sécuriser la gestion. Avec sa révolution remarquable dans l'approche du contrôle des finances publiques, appelé contrôle systémique, l'Inspection générale des finances entend conduire les administrations et services publics à la mise en place des référentiels de contrôle interne dans chaque entreprise, à former leur équipe aux bonnes pratiques de gouvernance et à la digitalisation pour accroître les opérations en vue de réduire les contacts humains et les risques. C'est dans cette optique que se sont focalisés les intervenants de ce premier jour. Godefroy Misenga, secrétaire exécutif du COREF, Kojundukuma Ajay, professeur des universités, et Christophe Bitassimwa-Bari, inspecteur général des finances, chef de service. Le patron de l'IGF a mis en lumière l'apport du contrôle systémique dans la gouvernance et la performance des administrations et services publics. La vision de l'IGF est donc, s'il faut la formuler de façon littérale, et de faire de l'Inspection générale des finances une institution d'intelligence et d'intervention pour la transformation de la gouvernance financière de l'État au service de l'intérêt général. Cette vision élargit en quelque sorte le rôle de l'IGF, qui ne se limite plus à des opérations seulement de contrôle ponctuels, contrôle de quelques opérations, mais qui veut comprendre les mécanismes financiers, qui veut maîtriser tout le flux financier qui circule dans le pays, mais aussi qui veut accompagner et contribuer à l'évolution des services publics. Des questions pertinentes ont été posées par des participants qui ont été suffisamment éclairés par les orateurs de cette première journée. Et parlons autre chapitre à présent, 16 ans après la disparition tragique de Floribert Chebeya et de Fidèle Bazana. Le dossier demeure ouvert et au cœur de préoccupations des défenseurs de droits humains reçus ce 20 août 2026 par le représentant de familles et des organisations de la société civile. Le ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a réaffirmé la détermination du gouvernement à faire toute la lumière sur cette affaire emblématique et accompagner les proches de victimes dans leur quête de vérité et de justice. Suivez tour à tour Maître Samuel Mbemba Kabouya et Maître Jean-Claude Katende, président de l'ASADO. Je viens de recevoir Maître Katende en tant que vice-président de la FIDH et Maître Ngomo, qui est l'avocat de la famille Chebeya et Bazana.
Je dois vous rafraîchir la mémoire en indiquant que dans ce pays, un grand défenseur de droits de l'homme, avec son collaborateur, avait été tué par des agents publics. J'ai dit agents publics parce que cela a déjà été confirmé par des décisions de justice. Et les procès qui ont été organisés jusqu'aujourd'hui n'ont concerné que les exécutants. Mais les hauts placés sont encore en cavale et pas encore jugés. Alors, le but de l'audience qu'ils avaient sollicité était d'obtenir l'accompagnement du gouvernement à travers les ministres des Droits humains pour la suite des procédures. Je remercie le ministre des Droits humains qui nous a reçus avec beaucoup d'empressement, qui nous a aussi donné suffisamment du temps pour que nous puissions lui expliquer les raisons pour lesquelles nous sommes venus le rencontrer. Comme lui-même l'a précisé, il a été touché par des questions dont on a discuté avec lui et nous a garanti son implication personnelle, mais aussi l'implication du gouvernement congolais. Il faut rappeler ici que depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, il a apporté un soutien très important à cette affaire Floribert Chebeya et Fidel Bazana, et le ministre s'inscrit dans le même appui, notamment pour que le procès soit fixé le plus rapidement possible, mais aussi pour la vulgarisation de cette affaire auprès de beaucoup de jeunes dont la plupart ont 16 ans aujourd'hui, n'ont pas connu Floribert Chebeya et Fidel Bazana. L'Issala ne tourne plus rond depuis plus d'un an. La Mongala vit au rythme d'une guerre ouverte entre son gouverneur et son vice-gouverneur. L'un élu pour diriger, l'autre destitué, réhabilité par la Cour constitutionnelle, puis bloqué à la porte de son propre bureau. Kinshasa tape du poing sur la table. L'Assemblée provinciale contre-attaque avec de poursuites au milieu une province à l'arrêt. Coup d'œil sur le rétroviseur dans cet élément que nous propose Jossar Liboula. Tout avait pourtant bien commencé. Le 29 avril 2024 à l'Issala, Maître Jean-Colin Makaka Papekaka est élu gouverneur de la Mongala. 12 voix sur 20. À ses côtés, Cédric Ayakakuma, vice-gouverneur. La Cour confirme. Le 2 juillet, ils prennent les clés du gouvernorat. On parle du développement, des routes, de stabilité. Mais très vite, le duo devient duel. Novembre 2025, coup de tonnerre. L'Assemblée provinciale dégaine et destitue le vice-gouverneur. Motif, escroquerie, abus de confiance, fausse écriture. Ayaka ne se laisse pas faire. Il saisit la Cour constitutionnelle. Le 13 mars 2026, retournement. La Haute Cour le réhabilite. La procédure était inconstitutionnelle, dit-elle. Kinshasa doit exécuter le 3 avril. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, envoie un télégramme officiel très clair, interpelle tout le monde, gouverneur, président de l'Assemblée provinciale, conseil provincial de sécurité, ordre, laisser Ayaka regagner l'Issala et reprendre ses fonctions. Mais à l'Issala, on dit non. 19 avril, Ayaka débarque, il trouve porte close. Son propre directeur de cabinet adjoint refuse de le recevoir. Consigne du gouverneur, absent à Kinshasa. Et dans son rapport du 23 avril, Ayaka parle d'entrave à une décision de justice, de violation de l'autorité de l'État. Et la riposte ne tarde pas. 13 mai, l'Assemblée provinciale attaque. 16 députés sur 20 autorisent de nouvelles poursuites judiciaires contre le vice-gouverneur Ayaka sur réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. En cause, une dette privée de $20 000. Ayaka reconnaît, mais qu'il qualifie d'acharnement politique. Un vieux dossier de $50 000 pour les véhicules non livrés refait aussi surface. Aujourd'hui, on est dans l'impasse totale. Kinshasa ordonne, l'Issala résiste et la Mongala. Voilà 10 ans que ça dure. Depuis sa création en 2015,
Lissala, Bumba, Bongandanga, même scénario. On s'allie pour être élu. On se déchire pour régner. L'Assemblée devient une arme. La justice, un instrument. Et la province s'arrête. En septembre dernier, le vice-premier ministre Chabani avait déjà convoqué tous les gouverneurs pour signer un pacte de stabilité. Preuve que le mal est national. Mais à la Mongala, il est chronique. Le caucus des députés nationaux de la Mongala s'est réuni sous l'initiative du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao Eboa. Makaka et Ayaka se sont embrassés et ont promis de travailler ensemble. Alors que l'acte n'était qu'un coup d'épée dans l'eau, le lendemain, tout recommence. La solution, ce n'est pas une convocation de plus à Kinshasa. C'est de comprendre qu'une chose simple. On est élus ensemble pour gouverner ensemble. Les populations n'attendent pas des querelles, des dettes privées. Elles attendent des écoles, des routes, des hôpitaux et faire disparaître l'érosion à l'Issala. Si le dialogue est impossible, alors que l'État central tranche dans la loi, dans la Constitution, c'est la dernière ligne droite. Bref, en cas d'une crise persistante grave entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif, le président de la République seul peut dissoudre l'Assemblée provinciale ou relever le gouverneur des provinces de ses fonctions. C'est un dossier à suivre. En bref, opération coup de poing Kinshasa, l'hôtel de ville est passé à l'action le long de la rivière Bichaku-Chaku au niveau de Bralima. Toutes les habitations de fortune construites en violation de servitude de la rivière ont été démolies. Objectif, dégager le lit, stopper les inondations et mettre fin à l'anarchie urbaine. C'est dur, oui, de voir des habitations tomber, mais c'est encore plus dur de repêcher de corps après chaque inondation. Gouverner, c'est aussi avoir le courage de dire non à l'anarchie. Bichaku-Chaku doit respirer pour que Kinshasa respire. Et l'inspection générale de finances renforce la lutte contre le détournement à travers ses spots. Elle appelle chaque citoyen à s'impliquer, surveiller, alerter et défendre l'intérêt collectif. Le bien public mérite d'être protégé par tous. Je vous propose de suivre le détail dans ces spots. Ngalouf, Worok, Excellence, Ngalouf, ami personnel. Madame, félicitations pour notre avenir. Ton frère a travaillé. Je t'avais promis. Les dossiers de mutation pour cette parcelle, ainsi que la concession de 500 hectares de la périphérie, déjà transmis aux affaires foncières. Cadastre. J'ai trouvé un agent très efficace. Et aussi, pour les véhicules, j'ai trouvé quelqu'un de bien au STA et à l'ITP. Il s'en occupe déjà. Attends. Tu veux dire que les Jeeps, les Prado et les véhicules de mon cortège seront à mon nom? Ngalouf, il faut penser au futur. Il faut penser au remaniement. Aujourd'hui, c'est à l'État. Demain, ça devient familial. Wungue! Familial? Adi, depuis quand les biens de l'État sont devenus l'héritage de la famille? Papa, oye awa pour l'accès koyiba, l'IGF ne te dit rien et bongo contrôle systémique. Vous ne comprenez rien. C'est le bail inversé. L'État paye encore en tant que locataire, mais à nous. Ah bon? Oui. Et si c'est le marché? Oh ben non. Tout est déjà en marche. Même si tu quittais le gouvernement aujourd'hui, retraite assurée. J'en ai l'expérience. Tala, l'État, Bakenda Kanaye Bongo. Bongo. Le bailleur de l'État. Voilà. Ça ne peut pas avoir l'État. L'État locataire là, Bonjour Excellence,
Bonjour messieurs. Bonjour. Inspecteur chef des brigades IGF. Et votre réseau est déjà bien rodé. Donc on enlève discrètement un immeuble de la liste du bien de l'État et hop, une signature par-ci, un cachet par-là, et miracle administratif, la propriété de la République devient subitement patrimoine familial. Vous profitez même parfois du manque des titres fonciers sur certains immeubles publics pour les faire disparaître des registres. Donc à ce rythme-là, demain vous venez nous dire que voilà, le palais de la nation appartient à votre grand-père, le palais du peuple appartient à votre, je sais pas moi, papa, et la tour administrative de la RTNC appartient, je sais pas moi, à votre chérie. Excellence, tous les Namboka Oyoko, le contrôle systémique de l'IGF a détecté des anomalies au niveau des affaires foncières et des l'IPPR. Croisement des bases de données, vérification des patrimoines publics, tentative de spoliation identifiée, opération immédiatement bloquée. Excellence, conformément à la loi, le dossier est transmis aux autorités judiciaires compétentes. Rendez-vous à la justice. C'est-à-dire un peu de carburant. Non, rendez-vous à la justice. ndenge na yebili justice amboka na biso bakokanga bango te bakobima oyo bagrand président bagrand ngolo bakosala bango longo te tosambela mpe kaka nzambe ezala bongo parce que soki bakangi bango biso mosala tetele mwa mama. La cour d'appel de Kinshasa Gombe, siégeant publiquement et contradictoirement en matière oppressive, va prononcer son arrêt dans la cause opposant le ministère public au sieur Bodo et Ngaloufar, poursuivi pour tentative de détournement des deniers publics et vol de biens meubles de l'État. Infraction prévue et reprimée par les articles 145, 145 bis et 145 ter, ainsi que par les articles 79 et 80 du Code pénal congolais. Après en avoir délibéré, attendu que la tentative est punie de la même manière que l'infraction commise, conformément à l'article 4 du Code pénal congolais, livre 1er. Par ces motifs, la Cour déclare les prévenus Bodo et Ngaloufar coupables des faits infractionnels mis à leur charge et les condamne chacun à 10 ans de travaux forcés. Et prononce à leur encontre l'interdiction pendant 5 ans après l'exécution de leur peine du droit de vote et d'éligibilité. Et prononce leur interdiction d'accéder à toute fonction publique ou para-étatique à quelque niveau que ce soit. La Cour déclare coupables les agents des affaires foncières et des ITPR, coupables donc des faux en écriture, usage des faux et complicité. Et prononce à leur encontre les peines prévues par la loi, soit 10 ans de servitude pénale principale, sans préjudice de sanctions disciplinaires. La Cour ordonne l'annulation de toutes les mutations et de tous les actes administratifs établis frauduleusement. Et ordonne également la récupération de l'ensemble des biens concernés et leur réintégration dans le patrimoine de l'État. Et met les frais d'instance à charge des condamnés. Justice amboka na biso tokanisaka elala mais soki etelemeli yo grand prêtre azalaka te tobanga biloko ya leta na leta nzete ya mobeso eza kozika bongo biso banzete ya kokau yango biloko ya leta banga. Contrôle systémique IGF. Prévenir, détecter, transmettre et protéger. Les biens publics appartiennent au peuple. Les détourner exposent leurs auteurs à des poursuites judiciaires et à la récupération des biens par l'État. Message de l'Inspection générale des finances IGF. Pour la matérialisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame, Messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se revoit à la prochaine. Bonsoir chez vous. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.